Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire organisé par le CNCH et consacré à un sujet aussi crucial que mal exploré, c'est le risque cardiométabolique chez la femme en situation d'obésité. Si ce sujet retient toute notre attention, c'est parce qu'il se situe à la croisée des angles morts de la prévention par le biais du genre, par le biais du métabolisme et par le risque perçu. On va peut-être commencer par les présentations. Je m'appelle Saïda Chebour, je suis cardiologue et rythmologue au Centre hospitalier d'Avignon. Je devais co-modérer cette session avec Géraldine Gibaud-Gentil, qui est cardiologue interventionnelle et chef de service au CH de Versailles. Elle a été retenue par une urgence et j'espère qu'elle pourra nous rejoindre en cours. Avec Géraldine, on s'est beaucoup intéressé à la pathologie cardiovasculaire de la femme et on a organisé et conçu un petit groupe de réflexion et ce sujet nous tenait à cœur. On va donc écouter deux oratrices de qualité qui vont partager avec nous leur expertise dans le sujet. Il y a d'abord le docteur Sarah Kdou qui nous vient de Marseille et qui travaille dans le centre d'obésité de l'hôpital Saint-Joseph et le professeur Pamela Mosseri, cardiologue et PUPH à Nice. Je voudrais aussi remercier les laboratoires Novo Nordisk pour leur soutien institutionnel pour ce webinaire. Et je voulais préciser que le but de ce webinaire, c'est de mettre la lumière sur des parcours de soins qui ne sont pas toujours visibles. Vous l'avez bien compris, il a été conçu, préparé, présenté et modéré par des femmes, non pas pour exclure, mais pour mettre la lumière et donner la voix à des voix complémentaires qui ne sont pas toujours audibles et faire résonner une expertise qui est basée non seulement sur l'expérience clinique, la recherche, mais aussi par la sensibilité à cette pathologie. Donc, les gens qui nous suivent, ils peuvent poser leurs questions sur le chat. On va essayer de les prendre au fur et à mesure à la fin du topo. Et donc, on va commencer par la première présentation et donner la parole au docteur Kdou. Sarah, vous êtes médecin spécialiste de la maladie de l'obésité, vous êtes médecin spécialiste dans la psychonutrition et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la nutrition et le bien-être. J'ai un petit peu regardé votre site et il y a une phrase qui m'avait beaucoup plu, c'est que vous disiez, je cherche des solutions concrètes à donner aux patients obèses avec bienveillance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer donc la physiopathologie et la spécificité de l'obésité chez la femme et comment vous traitez la question? Merci. Bonsoir, merci d'abord m'avoir proposé de participer à ce webinaire et de parler effectivement de l'obésité au féminin, parce que l'obésité c'est une pathologie qui touche autant l'homme que la femme, même si la femme est souvent plus sujette à la consultation, on se rend compte qu'elle est moins bien prise en charge. Et du coup, je voulais vous amener les spécificités féminines déjà de par donc l'accès aux soins, de par effectivement la physiopathologie de l'obésité chez la femme qui est due vraiment à la spécificité du genre, à l'impact de l'obésité chez la femme. Donc, on ne va pas parler des pathologies cardiovasculaires puisque c'est le professeur Mosseri qui va s'en occuper. Et ensuite, vous donner quelques clés en fait en consultation pour essayer de vraiment de maîtriser une consultation un peu basique, un peu type avec une patiente en situation d'obésité en face de nous. Je voudrais aussi ajouter donc, que dans le centre de l'obésité où je travaille à Saint-Joseph, on a mis vraiment un mot d'ordre à la lutte contre la grossophobie du personnel soignant et à la discrimination de la personne obèse. Et je vais vous en dire quelques mots également dans cette présentation. Donc, on va commencer déjà. Donc, mes liens d'intérêt, j'en ai pas sur cette présentation. On va commencer par un petit peu d'épidémiologie. Vous me dites, Aïda, si c'est OK. Je vous entends pas. Je pense que vous avez coupé votre micro.
C'est bon pour vous. Vous les Ouais, voyez l'écran? parfait, impeccable. Je mets. Très bien, parfait. Donc du coup, voilà, on va faire un état des lieux et donc aborder la spécificité du genre féminin. Donc en termes d'épidémiologie, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, l'obésité touche quand même 18% des adultes hein, en France, que ce soit des hommes et des femmes. Et ça, c'est les dernières données qui sont les données de la Ligue contre l'obésité avec l'étude OFEO 2024. Dans cette étude obésité, au FEO, on voit que les femmes sont plus touchées par l'obésité que les hommes. Donc, le ratio n'est pas beaucoup plus important, mais néanmoins, il y a plus de femmes, 18,8% versus 17,4%. Par contre, les femmes sont beaucoup plus concernées par une obésité massive au-delà d'un IMC 40. C'est 2 fois plus de femmes que d'hommes. Il faut s'imaginer quand même que, en extrapolant un petit peu les choses, à l'échelle mondiale, une femme sur 5 sera atteinte d'obésité d'ici 2030. La problématique qui se pose, donc oui, on parle d'épidémie, mais le problème, c'est que, ok, il y a une égalité de genre, mais elle est surtout due à la stigmatisation de la corpulence et à l'accès aux soins. On voit quand même qu'on a 17,4% d'hommes qui sont en situation d'obésité. Pourtant, nous, dans nos cabinets et à l'hôpital, on voit plus de femmes. On voit plus de femmes puisqu'elles ont une stigmatisation de leur corpulence. Elles vont avoir beaucoup plus d'entrain à vouloir perdre du poids. Et malheureusement, elles ont une entrave à l'accès aux soins, puisqu'elles sont beaucoup plus discriminées que les hommes dans leur prise en charge médicale. On va explorer maintenant un petit peu la physiopathologie de la maladie obésité. Donc déjà, juste pour rappel, l'obésité, c'est une maladie donc, de stockage du tissu adipeux. Donc en fait, avec une prédisposition génétique certaine, eh bien, les adipocytes vont s'hypertrophier. Il va y avoir une hypoxie de l'adipocyte. Quand l'adipocyte va manquer d'oxygène, il va y avoir un recrutement macrophagique. Et c'est ce recrutement macrophagique qui va entraîner une inflammation chronique des tissus. Donc avec de la libération des messagers de l'inflammation qu'on connaît, hein, cytokines, TNF-alpha, fibrinogène. Et donc du coup, cette hypertrophie des adipocytes, elle va entraîner surtout une augmentation du stockage et une augmentation de la masse grasse corporelle, donc notamment viscérale. Et du coup, cette masse grasse viscérale, elle va entraîner une résistance des tissus à l'insuline qui va entraîner des cascades métaboliques, la résistance à l'insuline, le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie, etc. Donc déjà, c'est une maladie du tissu adipeux, mais c'est une maladie aussi endocrine parce que ces adipocytes, en fait, ils vont sécréter des hormones et ils vont aussi surtout perturber un axe neuro-hormonal au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, puisqu'il va y avoir une dysrégulation de l'homéostasie énergétique. C'est-à-dire que entre les apports et les entrées, ça va plus bien être régulé comme quand on est en normopoids. Les spécificités de la femme en fait dans cette physiopathologie, eh bien, c'est les phases de vulnérabilité hormonale, puisqu'il y a une prise de masse graisseuse très jeune chez la femme au moment de la puberté. Il va y avoir, selon le nombre de grossesses, selon l'âge de la ménopause, beaucoup de modifications en fait de la répartition de la graisse. On le sait, les femmes, on a plus une graisse gynoïde jusqu'à la ménopause. Et à l'arrivée de la ménopause, on va avoir une apparition d'une graisse plutôt au niveau androïde, au niveau abdominal. Et ce qui va entraîner, je pense que le professeur Mofseri va en parler, les complications cardiologiques. Donc en fait, la maladie obésité, c'est une maladie du tissu adipeux, c'est une maladie neuro-endocrine et elle va avoir des conséquences, que ce soit sur le plan donc inflammatoire, immunitaire, métabolique et hémodynamique. Donc là, sur la diapo suivante, je vous ai donc cartographié un petit peu tous les impacts de l'obésité. Donc il y a hommes et femmes, et donc tout ce que j'ai positionné en orange, c'est vraiment la partie féminine. Donc on va surtout parler bien sûr des troubles gynécologiques. On va aussi parler de la partie uro-gynécologique avec une incontinence urinaire certaine de chez nos patientes en obésité. On va parler également des cancers et on va parler de l'insuffisance veineuse et du lipœdème. Alors, je vais juste l'aborder sur cette diapo, je ne vais pas y revenir plus tard, mais juste pour savoir que les femmes ont plus tendance, les femmes en situation d'obésité ont plus tendance à avoir une insuffisance veineuse et un lipœdème que les hommes.
Donc, on va parler justement de l'impact donc sur le plan gynécologique et sur le plan urologique. Donc, c'est la diapo juste après. Donc, au niveau de tout ce qui est gynéco, donc tout ce qu'on connaît un petit peu, hein, je vous réapprends rien, mais néanmoins, on a vraiment un trouble du cycle, une hypofertilité. On a plus de risques de développer un syndrome des ovaires polykystiques. Tout ça, c'est dû à l'hyperinsulinisme dont on parlait juste avant, hein, qui va entraîner, donc dans la cascade, je vous ai fait juste un petit point endocrino. L'hyperinsulinisme entraîne une hyperandrogénie, donc une augmentation de la sécrétion de la LH et donc des modifications sécrétion de testostérone et oestrogène. Et du coup, tout ça, ça a aussi un impact sur la libido. N'oublions pas la sexualité de nos patientes en situation d'obésité qui ont une sexualité comme les patientes qui sont en normopoids. Au niveau de la contraception, il va y avoir bien sûr un impact puisque, donc pareil, professeur Mosseri va l'évoquer, hein, les risques cardiovasculaires. Il n'y a pas de recommandation officielle en disant il y a un risque chez une patiente obèse, mais en fait, on sait que plus l'IMC est augmenté, plus il y a un risque déjà indépendant sur le plan cardiovasculaire. Donc, en fait, on va quand même préférer une contraception avec des progestatifs seuls, voire surtout des dispositifs intra-utérins, notamment chez les patientes qui vont être opérées de chirurgie de l'obésité. Ensuite, les conséquences sur la grossesse, j'en parlerai sur la diapo suivante un peu plus précisément. Néanmoins, pardon, on va revenir en arrière, ça là juste. Voilà, du coup, juste pour vous dire qu'il y a quand même des complications et des risques de fausses couches, et donc ce sont des grossesses à risque, mais ça, j'en parle après. Là, je voulais surtout mettre un gros mot d'ordre sur les cancers. Le cancer de la femme en situation d'obésité, du fait de ces troubles immunitaires, la patiente a un risque de cancer de l'endomètre multiplié par 2,5 au-delà d'un IMC 30. Et le cancer du sein, surtout post-ménopausique, il faut quand même imaginer un risque de plus 20 à 40% selon l'IMC. Donc, il ne faut vraiment pas négliger le risque cancéreux chez nos patientes. Et dernier point dont je voulais vraiment parler, c'est l'incontinence urinaire, parce que énormément de nos patientes en souffrent et c'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé. Il ne faut pas oublier de demander aussi aux patientes comment elles se sentent, est-ce qu'elles ont des fuites, quel est leur confort, parce que ça peut les limiter dans leur activité physique, dans leur sexualité. Donc c'est aussi un point à aborder. Donc, on va faire un mini topo sur donc, la partie grossesse, puisque il y a des conséquences vraiment importantes hein, de l'obésité pendant la grossesse et surtout après hein, sur l'enfant à naître. Donc là, pareil, je pense que vous savez, hein, diabète gestationnel, la prééclampsie. Il faut surtout savoir que en fait, c'est des patientes qui vont avoir beaucoup plus de risques de naissance prématurée, d'accouchement par césarienne, de travail très long. Et qui dit travail long, ben, peut-être il peut y avoir aussi des hémorragies de la délivrance. Donc, il y a vraiment un surrisque ajouté à la grossesse et je voulais vraiment qu'on en parle de cette diapo parce que eh ben, une patiente en fait, qui est en situation d'obésité, peut-être qu'il faut anticiper, peut-être qu'il faut prévoir les grossesses et il faut dire aussi qu'il y a quand même 50% de risque qu'un enfant qui est né d'une patiente obèse soit en obésité lui-même à l'âge adulte. Alors, ensuite, on va parler brièvement des traitements et des interventions. Donc, la nutrition, c'est déjà la prise en charge de 4 piliers. C'est toujours vraiment par là qu'il faut commencer avec nos patientes, c'est-à-dire une prise en charge diététique, hein, évidemment, un régime équilibré, pas de régime restrictif, mettre nos patients en activité physique, lutter contre la sédentarité, veiller sur leur sommeil. On oublie souvent le sommeil, mais c'est quand même primordial pour justement réguler certaines hormones, cortisol, l'insuline. Et surtout, une prise en charge psychologique et une prise en charge du comportement alimentaire. C'est-à-dire que nos patientes qui sont en obésité souffrent très probablement de comportements alimentaires, dont l'hyperphagie-boulimie. Et si on dit à une patiente qui est en obésité, bah, faut arrêter de manger, bah, ça va pas l'aider en fait. Il faut quand même aller creuser un petit peu plus au niveau justement de la psychologie et du comportement alimentaire. Ensuite, la stratégie thérapeutique, bon, que ce soit homme ou femme, c'est la même, mais bon, donc selon des critères d'IMC et d'éligibilité, donc on a aujourd'hui la chance d'avoir des traitements médicamenteux, donc les analogues du GLP-1, et on a aussi des possibilités chirurgicales, donc en chirurgie bariatrie, sleeve et bypass en France, qui sont les deux
chirurgies qui sont recommandées. Les spécificités de la prise en charge chez la femme, non, c'était juste avant Saïda, c'était la dernière partie. En fait, c'est la problématique en fait des résultats. C'est-à-dire que du fait de notre répartition des graisses différentes par rapport à l'homme, eh bien en fait, malgré des modifications en fait de nos modes de vie, et des consultations, comme je vous disais, beaucoup plus importantes en niveau, enfin en pourcentage, les femmes consultent plus, mais malheureusement, en fait, elles ont des résultats qui sont moins probants. C'est-à-dire qu'un homme, on va le mettre en activité physique et il va réduire un petit peu sa part alimentaire, il va beaucoup plus perdre de poids qu'une femme. Donc ça, c'est aussi un frein à la prise en charge de nos patientes parce qu'elles peuvent se démotiver, se dire, bah, en fait, tout ce que je mets en place, ça ne marche pas. Et la dernière chose que je voudrais vraiment aussi qu'on mette un petit peu avec un coup de projecteur, c'est que les femmes sont quand même sous-représentées dans les essais cliniques et que du coup, il y a aussi beaucoup de résultats qui sont peut-être sous-estimés, peut-être que la physiologie de certains médicaments n'est pas adaptée à la biodisponibilité du corps féminin. Voilà. Et donc ensuite, on va finir avec un petit peu les points clés dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui. Donc dépister précocement. Donc oui, l'IMC, mais on le sait aujourd'hui, hein, l'IMC, ça ne nous dit pas tout du phénotype du patient. Hein. N'oublions pas de mesurer le tour de taille de nos patientes. Lutter contre la stigmatisation et la discrimination, pour moi, c'est primordial en consultation. On ne peut pas avoir en fait une bonne observance, une bonne adhésion si la patiente se sent jugée. Donc que ce soit une discrimination directe, mais indirecte, si le brassard attention, il explose parce que le bras de la patiente est trop volumineux, ou si la balance lui met un message d'erreur au-delà de 130 kg, c'est très humiliant et on peut imaginer que la patiente n'ait pas envie de revenir en consultation. Explorer le contexte hormonal, poser des questions à la patiente. Est-ce que ses cycles sont réguliers? Est-ce qu'elle a des perturbations, une pilosité? Est-ce qu'elle est en ménopause ou pas? Et comme je vous le disais aussi, anticiper surtout le projet grossesse. Les risques pour la grossesse et pour l'enfant à naître sont importants. Je vous le disais aussi, hein, les cancers, la patiente en obésité, malheureusement, a une moindre immunité. Donc, n'oublions pas de vérifier les frottis et les mammographies de nos patientes. Aborder la contraception, la sexualité, le confort urinaire. Et surtout, je pense qu'en obésité, vu que c'est une pathologie qui est plurifactorielle, eh bien, il faut travailler en réseau. Il faut s'entourer de sages-femmes, de diététiciens, de psychologues, de kinésithérapeutes, d'éducateurs en activité physique adaptée, parce que tout seul, dans nos cabinets, on n'est souvent pas grand-chose. Voilà, je vous remercie pour votre attention cette petite phrase que les patientes souffrant d'obésité nécessitent surtout du soin et non des préjugés. Voilà. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation très claire, très bienveillante aussi. Avec plaisir. Je voulais savoir, est-ce que vraiment la ménopause est un tournant dans la prise de poids chez les femmes? Est-ce que c'est ce Oui, qu'on dit habituellement? Est-ce que alors, c'est un tournant? dans les études, en fait, on se rend compte que c'est pas forcément en termes de poids qu'il y a une vraie variation au niveau de la ménopause, mais c'est plutôt au niveau du métabolisme. Étant donné que notre taux d'œstrogène quand même baisse depuis la trentaine et que en fait on est un petit peu ostéopénique, enfin pas ostéopénique, mais en tout cas on perd de l'os de plus en plus au niveau de plus on avance dans l'âge. En fait, notre métabolisme, il est moindre. Donc, en soi, c'est pas tant vraiment l'âge de la ménopause, c'est vraiment ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Et dans les dernières études, en fait, on voit que la prise de poids, elle intervient avant la ménopause et qu'elle peut être accentuée, mais dans les 5-6 ans qui suivent. C'est pas forcément juste âge de la ménopause. C'est vraiment la chute des oestrogènes tranquille et la baisse de notre capital osseux. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre la sarcopénie à l'âge de la ménopause. C'est-à-dire qu'il faut vraiment augmenter le renforcement musculaire de nos patientes, augmenter leur périmètre, enfin leur distance de marche dans leur quotidien, puisque c'est ça qui va nous permettre d'avoir un levier en fait sur la partie musculaire. Ok. Est-ce que, à ton avis, il faudrait renforcer un suivi métabolique aux âges de la fragilité hormonale, c'est-à-dire vers la puberté et à la ménopause ou... Alors, métabolique, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut surtout peut-être pas partir sur des régimes restrictifs dès la puberté, puisqu'en fait, moi, les patientes quand même que j'ai souvent en consultation, c'est des patientes qui sont au régime restrictif depuis le plus jeune âge. Et elles ont abîmé aussi leur métabolisme du fait du yo-yo pondéral ou de fois d'avoir des restrictions très, très sèches, des patientes qui mangent des pommes et des yaourts pendant 3 semaines. Ça, oui, effectivement, à l'âge adulte, ça se paye et du coup, ça ralentit le métabolisme
d'autant plus. Donc je dirais que plutôt qu'à la puberté, il faut accompagner la jeune fille en disant qu'elle prend des formes, que c'est normal, que c'est pas moins beau aussi, hein, de vraiment parler du mince, le mince, enfin le beau n'est pas le mince, et d'aussi sortir de ça, parce que finalement, des fois, les enfants, elles sont pas en surpoids et on leur fait faire des régimes. Et en fait, finalement, c'est aussi ça qui mène à l'obésité à l'âge adulte. Justement, est-ce que tu proposes une prise en charge des femmes qui sont obèses et qui sont pas demandeuses? Alors, c'est toujours compliqué, effectivement, de parler du poids. Moi, déjà, je pèse pas mes patientes à la première consultation, jamais, parce que je leur dis que le poids, c'est pas important. En fait, je leur pose la question comment vous vous sentez dans votre corps. Du coup, qu'elles soient en surpoids, en obésité, en fait, elles vont avoir une réponse qui va orienter forcément par rapport à leur poids, mais toi, en tant que soignant, tu leur as pas posé la question et tu n'as pas abordé le sujet du poids. Tu leur demandes comment elles se sentent dans leur corps. Si elles te disent, bah là, oui, je suis fatiguée, peut-être parce que j'ai des kilos, hop, on a un levier derrière pour parler de ça. Mais je pense que poser la question juste comment vous vous sentez dans votre corps, c'est déjà permettre à la patiente de l'évoquer. D'accord. Une dernière question. Quels examens tu demandes chez un obèse? Est-ce que tu l'envoies Alors, systématiquement au cardiologue? justement, peut-être chez la femme à la ménopause, oui. Clairement, donc après, professeur Mosseri redonnera les recommandations. Mais moi, je préconise effectivement à la ménopause qu'on aille checker quand même tout ce qui est réseau supra-aortique, qu'elle ait au moins une consultation cardiologique avec un bilan métabolique de base de vérifier la glycémie à jeun, de vérifier le bilan lipidique. N'oublions pas le foie chez nos patientes en obésité, donc un bilan hépatique avec un score FIB 4 et éventuellement une demande d'échographie, voire de fibroscan si on a une stéatose hépatique et si on a un syndrome métabolique chez les patientes. Donc Très bien. l'examen de base, je dirais vraiment une prise de sang un petit peu basique avec la glycémie, le bilan lipidique, la fonction rénale, le bilan hépatique. On peut demander une préalbumine chez les patients qu'on pense être dénutris. On peut avoir des patients en obésité qui sont dénutris et dépister donc mammo, frottis et plus ou moins bilan cardiologique peut-être chez la femme ménopausée ou si on a déjà un syndrome métabolique plus jeune. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Avec On plaisir. va passer à la deuxième présentation. C'est le professeur Mosseri que j'ai présenté tout à l'heure, PUPH à Nice, qui va nous parler du risque cardiovasculaire chez la femme en situation d'obésité. Merci, professeur Mosseri. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. C'était très instructif également. Alors, on va parler du risque cardiovasculaire chez la femme en situation d'obésité, mais on va essayer de rester assez pratique. Euh, et je vais essayer de retrouver la main. Hop, ça y est. Et donc finalement, dans ce topo qu'on m'a demandé de faire, c'est à la fois chez la femme, mais également chez la femme en situation d'obésité. Et on va essayer d'abord de revoir les particularités du risque cardiovasculaire chez la femme, pour ensuite voir si chez la femme en situation d'obésité, quel est son sur-risque et comment est-ce qu'on peut arriver à le manager de façon assez simple au final. Donc le risque cardiovasculaire chez la femme, on sait tous, parce que maintenant il y a eu quand même de multiples campagnes d'information, on sait tous qu'il est différent. Le seul problème, quand on est cardiologue aujourd'hui et qu'on doit évaluer un risque cardiovasculaire, c'est qu'il n'y a pas de tableau qui nous dise comment est-ce qu'on évalue le risque cardiovasculaire chez la femme. Mais en tout cas, on a quand même certaines notions qu'il va falloir qu'on garde, parce que ce qu'on a appris, enfin en tout cas moi ce que j'ai appris quand j'étais étudiante, aujourd'hui ça a changé et l'épidémiologie s'est modifiée. Donc les maladies cardiovasculaires, ça c'est devenu et c'est aujourd'hui la première cause de mortalité chez la femme. C'est bien largement devant le cancer du sein et un décès sur trois d'une femme en France, il est d'origine cardiovasculaire. Il y a un retard de diagnostic qui est assez classique et des symptômes qui vont être plus souvent atypiques parce que la présentation n'est pas tout à fait la même. Et par exemple, quand on prend, il y a des études qui montrent le délai de prise en charge d'un infarctus d'une femme par rapport à un homme, on a un retard moyen de 30 minutes. On a souvent la femme qui s'imagine avec une image mentale en disant non, moi je n'ai pas de risque cardiaque. En revanche, mon compagnon, oui. Et on a l'image de la charge mentale de la femme qui va s'occuper de sa famille, qui va s'occuper des soins de sa famille, mais qui va beaucoup moins s'occuper d'elle. Et en fait, tout ça, ça se reflète dans cette épidémiologie.
Et dans même ce retard de soins et ce sur-risque qu'a la femme, puisque même en étant traitée, en ayant l'accès aux soins, on se rend compte que la mortalité féminine, elle stagne plutôt que de s'améliorer comme celle des hommes. Et on va avoir chez les femmes jusqu'à 56% de mortalité intra-hospitalière après un infarctus versus 46% chez les hommes. Et on va attribuer ce surrisque à un retard, d'où l'intérêt en fait de la prévention. Donc ce sont des observations cliniques qui mènent à se poser la question en disant mais finalement il faut qu'on soit meilleur en prévention chez la femme. Et on a également noté des patientes plus jeunes qui avaient un risque cardiovasculaire plus élevé. On a remarqué que une augmentation du nombre d'infarctus chez les femmes entre 45 et 54 ans. Donc, vous voyez que c'est pas que après la ménopause, on est déjà sur la périménopause et on a plus 5% de ces nombres d'infarctus par rapport à 10 ans auparavant. Et les hospitalisations pour infarctus avant 65 ans sont en progression, avec un infarctus maintenant sur 4 qui survient avant 65 ans chez la femme, tandis qu'il y a encore 15-20 ans, c'était un infarctus sur 6 à 65 ans. Donc, il y a des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont propres à la femme qui ne peuvent pas être retrouvés chez l'homme. Évidemment, ce sont les facteurs de risque obstétricaux. La prééclampsie, c'est loin d'être rien du tout. On le sait très bien, ça a été largement démontré. Ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. En moyenne, on est à x2, c'est quand même largement significatif. Ça multiplie par 3 le risque d'hypertension artérielle et ça multiplie par 2 le risque de développement d'un diabète. Mais l'hypertension artérielle gravidique, qui est très fréquente dans la grossesse, qui est plus fréquente que la prééclampsie, heureusement, ça augmente également le risque relatif de maladie cardiovasculaire par 1,5 à 2. Alors, c'est plus débattu parce qu'il y a eu des études qui étaient un petit peu contradictoires, mais globalement, ça apporte un surrisque également. Et ça, on le sait bien, une patiente qui fait de l'hypertension artérielle pendant la grossesse, de l'HTA gravidique, elle est beaucoup plus à risque de développer de l'hypertension artérielle et donc de devenir avec un risque plus élevé de maladie cardiovasculaire plus tard. Alors évidemment, le diabète gestationnel, on connaît le risque de développement d'un diabète. Diabète gestationnel, c'est 50% de diabète dans les 5 ans qui suivent la grossesse. Et le risque relatif de maladie cardiovasculaire est multiplié par 2 chez ces patientes. On a également d'autres risques qui sont propres à la femme. Le fait d'avoir un HDL bas, c'est pas on sait que le HDL élevé est protecteur et c'est une explication chez la femme, mais le HDL bas, c'est un facteur de risque en soi cardiovasculaire propre à la femme. Alors évidemment, il n'est pas intégré dans les calculateurs. Est-ce qu'il faut qu'il le soit? Comme il n'y a pas d'études qui démontrent l'intérêt de la prise en charge de ces patientes avec un HDL bas, on ne pourra pas répondre à cette question. Le syndrome des ovaires polykystiques, il y a un risque relatif plus élevé d'hypertension artérielle, il y a un risque de développement de maladies cardiovasculaires plus élevé et il y a un sur-risque de diabète qui est multiplié par 2 à 4 chez ces patientes, avec un rôle hormonal évidemment important. La ménopause précoce et la ménopause prématurée, c'est-à-dire 45 ans, le risque relatif de maladie cardiovasculaire est élevé. Alors évidemment, plus la ménopause est précoce, plus le risque est élevé. Et quand on a 1 an plus précoce par rapport à 40 ans une ménopause précoce, eh ben on a 2% de plus de risque de développer une maladie cardiovasculaire. La puberté précoce est également un facteur de risque cardiovasculaire. La prise de traitements hormonaux, les maladies dysimmunitaires avec tout ce qui est le cercle de l'inflammation, le stress psychosocial et les violences domestiques. Alors ça, c'est pas propre à la femme, mais on sait que ce sont plus souvent les femmes qui en sont victimes et on sait que le milieu social est un facteur de risque cardiovasculaire en soi et donc ce surrisque est à évaluer chez la femme. Et pourtant, je vous le disais, il n'y a pas de calculateur spécifique à la femme et quand on essaye d'inclure les facteurs de risque obstétricaux avec les facteurs de risque classiques, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas du tout la preuve que ça apporte qu'on ait un intérêt à se baser sur ces facteurs de risque obstétricaux pour modifier le LDL cholestérol et modifier ceci. Donc la question c'est est-ce que ces différents facteurs de risque sont à prendre en compte pour l'évaluation du risque? Aujourd'hui, on va dire qu'on va devoir faire une évaluation du risque classique, mais on va apporter tous ces modificateurs qui vont peut-être avoir tendance à nous faire devenir un petit peu plus rigoureux sur l'atteinte des cibles, sur le discours qu'on va avoir. Et je pense que c'est important parce que c'est une prise en charge qui est plus globale de la femme et qui reste dans son entièreté.
Qu'est-ce que disent les recommandations propres à la femme? Ben, que cet interrogatoire systématique sur les antécédents obstétricaux est nécessaire. On l'a vu, ce sont des modificateurs du risque qui sont parfois importants. Et donc, il faut en avoir connaissance. Alors, c'est évidemment assez rare. J'ai pas souvenir, j'ai souvenir de peu de dossiers hospitaliers, en tout cas, avec l'histoire obstétricale, à moins que ce soit un étudiant en médecine qui ait pu faire l'entrée. Mais c'est assez rare de poser ces questions. Et bien entendu, ce qui est encore plus important, c'est qu'après ces complications de la grossesse, déjà qu'on l'explique à la patiente. Alors évidemment, la patiente qui est enceinte va être suffisamment stressée par ses propres complications sans avoir à lui parler du futur. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus fait. Et pour voir aussi une patiente qui est relativement jeune en consultation, je me rends compte qu'il y a vraiment un changement des mentalités et que les patientes sont averties, en tout cas pour tout ce qui est prééclampsie, diabète, hypertension, je trouve que la communication est assez bonne là-dessus. Donc, c'est important de surveiller ces patientes après des complications de la grossesse. Évidemment, ce qui est dit dans les recommandations, c'est la prudence est prônée avec tous les traitements hormonaux pour évaluer le risque cardiovasculaire. Vous savez que l'évaluation du risque, elle va être classique, mais que la prise d'hormones est assez débattue. C'est-à-dire qu'on a autant d'études qui vont montrer que c'est péjoratif, des anciennes études la plupart du temps, et la plupart du temps, on va avoir un résultat assez neutre sur le risque cardiovasculaire, notamment du traitement hormonal substitutif. Mais il est nécessaire chez la femme d'évaluer le risque, d'inclure les modificateurs au moment notamment de la prescription d'un traitement hormonal. Et bien sûr, éviter la contraception œstroprogestative chez la patiente qui a une migraine avec aura. Ça, c'est mentionné de façon très claire dans les recommandations sur la prévention cardiovasculaire. À présent, on va s'attaquer au côté obésité chez la femme. Donc, chez la femme préménopausée en situation d'obésité, on retrouve plus d'hypertension artérielle. Et évidemment, on va avoir chez la femme obèse, quand on la compare par rapport à la femme hypertendue, on va avoir un surrisque cardiovasculaire. Finalement, ce que nous disent toutes les études, c'est que l'obésité chez une femme avant la ménopause fait que son risque cardiovasculaire devient l'équivalent de celui d'un homme au même âge, c'est-à-dire avant la ménopause, on va dire, en tout cas pour la femme. En revanche, après la ménopause, l'obésité induit un surrisque par rapport à des hommes du même âge. Donc ça veut dire que l'obésité en soi, chez une patiente qui est déjà ménopausée, ça induit un surrisque important et c'est responsable en fait, d'un surrisque cardiovasculaire chez la femme, ce qui n'est pas du tout l'image apportée. Alors pour quelles raisons l'obésité et le surrisque? On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est le rôle de l'œstrogène. Alors on peut se dire de la baisse d'œstrogène, on peut se dire mais dans ce cas-là, on va avoir une diminution du risque si la production est augmentée. En fait, il y a des mécanismes qui sont relativement complexes qui fait que on va avoir un surrisque, on a une augmentation de la testostérone et de l'adiposité viscérale, et on va avoir une augmentation du tour de taille qui est un marqueur important du risque chez la patiente et le patient d'ailleurs en situation d'obésité, marqueur du risque cardiovasculaire. Donc c'est vrai que tout à l'heure on discutait sur le fait de peser les patients. Alors le poids, souvent les patients, c'est relativement déclaratif. J'apprécie pas du tout de peser un patient en consultation, sauf si le patient est demandeur, mais je préfère largement réaliser le tour de taille et réfléchir à partir de là concernant le risque cardiovasculaire chez le patient et la patiente. Donc chez la femme, on va avoir cette dysfonction, en situation d'obésité, on va avoir cette dysfonction endothéliale qui va être responsable de maladies cardiovasculaires et d'hypertension artérielle. Et l'obésité va entraîner la majoration et le développement plus rapide de cette dysfonction endothéliale. On va avoir une activation du système sympathique et puis le lien entre obésité et insulinorésistance et la dysfonction endothéliale a déjà été fait. Et globalement, l'obésité est donc responsable d'un surrisque de pathologie cardiovasculaire en étant vasculaire pure, mais également d'un surrisque cardiologique au sens où on a plus d'inflammation chez la patiente obèse, on a plus de fibrillation auriculaire et on a 4 fois plus de risque d'insuffisance cardiaque. On a des petites statistiques également, plus 10 cm de tour de taille, c'est 40% de risque en plus de coronaropathie. Et l'obésité, c'est 64% de risque supplémentaire d'accident vasculaire cérébral. L'insuffisance cardiaque dans l'obésité, globalement, on sait que le risque d'insuffisance cardiaque, c'est le même dans les deux sexes,
Mais quand on regarde le risque d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il est largement supérieur chez la femme, tandis qu'on va avoir plus d'hommes avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. La mortalité de cette insuffisance cardiaque, elle s'améliore progressivement, mais si on regarde les études il y a 5 à 10 ans, donc avec certes un petit peu de retard, la mortalité chez la femme ne s'améliore pas. Donc on a vraiment identifié avec la femme en insuffisance cardiaque, de façon globale d'ailleurs, un surrisque de mortalité avec une moindre efficacité de notre prise en charge, pas forcément des traitements. Alors, est-ce que c'est la sous-représentation des femmes dans les études d'efficacité thérapeutique? Est-ce que c'est toute la prise en charge extra-médicamenteuse auquel la femme est classiquement plus sensible, qui est moins bien faite chez ses patients? C'est probablement une des explications. Et les facteurs de risque principaux d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, j'ai envie de dire d'insuffisance cardiaque de la femme, c'est l'hypertension artérielle, mais c'est l'obésité. Pour chaque augmentation de 5 points d'indice de masse corporelle, on va avoir 40% de risque d'insuffisance cardiaque en plus. Et donc, tout l'intérêt des cibles thérapeutiques de l'obésité, et le thérapeutique, c'est pas forcément médicament, c'est de dire qu'on les prévient pour le futur. Moi, je compare ça à l'ablation d'arythmie. On va diminuer le risque d'insuffisance cardiaque, on va améliorer la morbimortalité, et en fait, avec la prise en charge de l'obésité, on va probablement faire la même chose. Donc, l'insuffisance cardiaque et l'obésité, ben, globalement, on a l'obésité, mais on a aussi le risque d'hypertension artérielle, on a le risque vasculaire qui est plus important, avec notamment le risque d'infarctus du myocarde, la dysfonction endothéliale et la rigidité ventriculaire avec la dysfonction diastolique, et on a évidemment les pathologies de la grossesse, le surrisque plus tard, et le développement de cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Il y a un cumul important des facteurs de risque qui vont mener à une prévalence plus importante chez la femme en situation d'obésité de l'insuffisance cardiaque. Cette insuffisance cardiaque, avant, on avait le paradoxe du patient obèse, je me souviens, j'ai appris ça il y a très longtemps. Le patient qui était en situation d'obésité dans l'insuffisance cardiaque globale en général était moins à risque de mortalité que le patient avec un IMC faible. Mais attention, quand on parle de ça, on parle de la comparaison à des patients qui sont en partie dénutris. Et évidemment, on sait que la nutrition est un facteur important pour la survie des patients. Et donc, quand on se dit ça, on se dit, mais un patient obèse qui a insuffisance cardiaque, il n'y a pas de surrisque. Mais non, on a très bien montré maintenant que le patient obèse en insuffisance cardiaque, il y a un surrisque de mortalité chez ces patients. Donc, l'obésité, et plus l'IMC augmente, plus le surrisque est important. C'est un surrisque d'insuffisance cardiaque, mais également, comme vous le voyez en bas, de mortalité toute cause et de mortalité liée à l'insuffisance cardiaque. C'est parfaitement observé après 35 d'IMC et on commence à le voir à partir de 30 d'indice de masse corporelle. Donc, c'est assez tôt. Donc, on n'est pas en train de parler du surpoids, hein, on est en train de parler de l'obésité et du surrisque de mortalité dans l'insuffisance cardiaque. Il y a un consensus d'experts de 2025, donc très récent, qui a été publié par les Américains. Alors évidemment, on n'y est pas hein, aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes taux, mais vous avez clairement remarqué que on a tendance à les rattraper assez vite. Et en tout cas, c'est la progression qui est en train de se faire. Et ces recommandations sont assez claires et c'est un consensus d'experts. On n'est pas sur des recommandations classiques comme on les connaît. Elles sont surtout assez courtes, donc je vous engage à y jeter un œil. Ça commente un petit peu la prise en charge de l'obésité à visée cardiovasculaire. Donc, on est au-delà de la perte de poids. Donc, il est rappelé que la prise en charge diététique plus l'exercice, on était environ sur 10% de perte du poids du corps, les traitements anti-obésité, la chirurgie de l'obésité avec la perte entraînée, mais évidemment, on est en cardiologie sur un bénéfice cardiovasculaire. Moi, j'explique aux patients régulièrement, je dis, moi, écoutez, le poids, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est votre risque cardiovasculaire, c'est votre risque de développer une insuffisance cardiaque ou de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Et c'est également le fait de pouvoir faire de l'exercice et d'avoir une tension qui est normalisée. Et on se rend compte que dans cette prise en charge, alors là, c'est uniquement les traitements médicamenteux de l'obésité, on va avoir une réduction
à la fois des diabètes et de la survenue de diabète, mais également d'indices composites à partir du décès, d'infarctus du myocarde ou d'événements aigus. Et donc, on a une réduction avec les traitements de l'obésité qui sont disponibles actuellement. On a également eu des études qui montrent que dans l'insuffisance cardiaque, on a une amélioration d'un critère qui est le questionnaire de qualité de vie, de symptômes de l'insuffisance cardiaque. Alors, on a également un papier. Alors, ce sont des papiers qui ont on va dire, qui sont beaucoup moins importants en termes de volume et de méthodologie, puisque là, on a à la fois des sous-études, des études initiales qui étaient préspécifiées initialement, mais on a également des études avec la chirurgie bariatrique. Le problème, c'est quel type de chirurgie et le surrisque initial, mais on voit également que la perte de poids, donc la prise en charge de l'obésité au sens général du terme, on va avoir un effet bénéfique sur le risque cardiovasculaire, donc sur la survenue des événements, et également sur l'insuffisance cardiaque. Donc en fait, nos cibles, elles sont remplies avec la prise en charge de l'obésité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un patient, une patiente, a fortiori, qui est obèse, a fortiori si on a dépassé la ménopause, qui est quand même un tournant évolutif, on a tout intérêt à prendre en charge cette obésité afin de réduire et afin d'améliorer même son espérance de vie sans événement cardiovasculaire. Quand on regarde l'étude de SELECT et notamment la sous-étude, enfin, c'est un papier du Lancet, sur chez les patientes en insuffisance cardiaque, sur les MACE, sur les événements cardiovasculaires, on voit que le sémaglutide améliore les événements cardiovasculaires chez la femme avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et en fait, c'est étant donné qu'on est chez la femme parce qu'on est dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et on pourrait dire la même chose chez l'homme avec une fraction d'éjection réduite. Mais vous avez compris que la femme, c'était essentiellement l'AFE préservée. Et donc, ce critère composite dans l'insuffisance cardiaque, il est amélioré à la fois par le sémaglutide et le tirzépatide, pour ne pas nommer d'autres traitements qui ont testé également ceci. Donc, évidemment, les critères composites incluent souvent la perte de poids, donc c'est un facteur confondant, mais le critère de qualité de vie symptôme, le questionnaire Kansas, est amélioré par les traitements chez ces patients en insuffisance cardiaque. En résumé, la femme est une patiente particulière, évidemment, mais il y a une individualisation du risque au-delà du score, du risque score qu'on utilise de façon classique, parce qu'on a beaucoup de modificateurs du risque. Si on ne les cherche pas, on ne peut pas les connaître. Spontanément, en consultation, on ne va pas vous parler de l'âge de la ménopause ou de nos problèmes obstétricaux. La ménopause, c'est vraiment un tournant évolutif majeur parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un surrisque après la ménopause. Et ménopause plus obésité, là, on a un combo majeur pour augmenter le risque cardiovasculaire et augmenter le risque d'insuffisance cardiaque. L'obésité en soi, c'est un facteur de risque de progression de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et la prise en charge de l'obésité entraîne une réduction du surrisque cardiovasculaire de ces patientes et une amélioration de l'insuffisance cardiaque. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Mosseri. C'est vraiment très clair et très bien structuré. Je voulais revenir sur deux petites choses. Sur les antécédents obstétricaux, est-ce que l'interrogatoire des patientes est systématique sur leurs antécédents? Est-ce que c'est fait par les cardiologues en pratique? Est-ce que les cardiologues interrogent les femmes sur leur histoire, leur grossesse et leur... En pratique, je dirais que c'est probablement variable en fonction de la personne et de la sensibilité qu'on a. Après, plus on apprend à ce genre de choses, plus on écoute ce genre de choses, et je pense que plus on pose la question, et plus ça devient normal. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de patientes qui m'ont dit, tiens, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Et du coup, je leur explique, alors que je dois être la troisième ou quatrième cardiologue qu'elles ont vu dans leur vie, que en fait, j'ai besoin de les connaître pour apprécier ce que je peux au mieux leur proposer et leur risque cardiovasculaire de façon générale. Donc, je pense que ça fait partie de la logique, hein. Vous demandez si les gens fument, vous demandez combien de papiers par jour, vous demandez à quel âge elles ont été ménopausées ou quelles ont été pendant la grossesse. Est-ce que vraiment il y a une coopération entre gynéco-obstétricien et cardiologue? Enfin, ce n'est pas vraiment une pratique courante. Toutes les femmes qui ont fait une éclampsie, qui ont un diabète gestationnel, est-ce qu'elles sont adressées au cardiologue? Enfin, je dois avoir de la chance. Non, je pense pas qu'elle le soit. Mais par contre, alors je fais partie des gens optimistes. J'ai beaucoup d'espoir.
Je trouve notamment que les plus jeunes gynécos sont assez sensibilisés et moi, j'apprécie cette collaboration également parce que ça vous fait penser en termes différents. On n'est pas toujours dans de la prise en charge en prévention secondaire où là, c'est quand même bien carré, bien cadré. On a nos cibles, notre aide à la 0,55. Là, on a des patientes. En fait, on a devant nous une dame qui vient d'avoir un bébé ou qui est et donc on a tout à lui expliquer, on a tout à lui dire. Moi, j'aimerais au mieux ne jamais vous revoir, mais vous avez ci, ça. Ben, souvenez-vous-en. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez un enfant en bas âge qu'il faut pas faire une activité physique régulière, surveillez votre tension et faites attention. Donc je pense que si on arrive à faire ce genre de choses, alors on devrait en théorie pas le faire, ça devrait être l'éducation des gens et de la population générale, mais finalement on se rend compte que les gens, je pense qu'ils s'intéressent relativement peu à leur santé et que les messages sont plus difficiles à faire passer. Très bien. Bonjour à Ben, je tous, hein. Désolée, je prends le webinaire en cours, hein. Vraiment, encore désolée. Il n'y a pas de problème. Eh bien, écoute, tu avais peut-être une question à poser, Géraldine, aux oratrices qui nous ont bien expliqué le risque cardiovasculaire chez la femme en général et chez la femme obèse. Oui, moi, je voudrais mettre en place en fait une série de consultations cardio-gynéco avec un parcours pour les femmes aux âges aux âges importants de leur vie de femme. Comme le modèle du professeur Mounier-Veillé. En fait, je voudrais voilà, savoir si ça pouvait s'inscrire aussi dans un parcours finalement euh, diabéto ou endocrino, prise en charge de l'obésité, parce que c'est vrai que c'est des âges importants de la vie d'une femme, donc peut-être que vous en avez déjà parlé, mais début d'une contraception avec tous les sur-risques chez une femme en situation d'obésité, la gestion des grossesses et puis bien sûr la préménopause. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez discuté de ça, mais comment l'organiser? Est-ce que vous avez déjà pensé à ce genre de prise en charge un peu multidisciplinaire au sein de vos hôpitaux ou de vos services? Euh, Bonsoir, Géraldine. Du coup, Bonsoir. je réponds à ta question. Nous, par exemple, à Saint-Joseph, mais dans beaucoup d'hôpitaux français, en fait, on a une cohorte bariamat de bariatrique et de grossesse avec une nouvelle étude qui s'appelle NumaSurge, qui étudie en fait la grossesse. Là, c'est spécifique, c'est après une chirurgie de l'obésité, mais néanmoins, c'est une partie importante de la vie de la femme hein, qui s'est fait opérer parce que post-chirurgie bariatrique, il y a aussi des spécificités. Et je pense qu'en fait, par exemple, on peut se rapprocher de Cécile Chianguri, qui est à Paris, à la PHM, hein, qui travaille autour de l'obésité de la femme et qui peut-être organise, elle, hein, des parcours spécifiques. En tout cas, là, nous, on en a un spécifique pour la chirurgie de l'obésité et la grossesse. Et comme tu le soulignais, on a évoqué effectivement, c'est qu'il y a des périodes de vulnérabilité hormonale de la femme, et notamment de la ménopause. Et c'est vrai que je pense qu'un parcours cardio, endocrino, nutrition serait intéressant. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de cardiologues au début qui tiraient un petit peu la langue quand je leur adressais justement à mes patientes à la ménopause pour potentiellement introduire un traitement hormonal substitutif. Chez les cardiologues un peu plus âgés, ils disaient aux patientes que je faisais du zèle et que c'était pas très important. Et je vois que chez les cardiologues plus jeunes, ils sont contents que je leur adresse parce que voilà. Mais je pense qu'effectivement, on est dans une dynamique un petit peu médicale aujourd'hui de travailler ensemble et que les spécialités sont moins scindées qu'à une époque. En tout cas, moi, c'est ce que je vois dans ma pratique. Et peut-être que oui, je pense qu'il faut faire quelque chose autour des âges, grossesse et ménopause en tout cas. Mhm. Très bien. Ouais, moi, le prenant en cours le webinaire, je n'ai pas d'autres questions. Je pense que vous avez déjà évoqué beaucoup de choses dans vos topos. Je sais pas, ça. Oui, ben, écoute, merci aux deux oratrices. On retiendra qu'il faut Merci vraiment beaucoup. oui, interroger les patients sur les antécédents obstétricaux, qu'il faudrait faire des bilans aux âges qui sont, où les femmes sont plus vulnérables. Et donc, je remercie le laboratoire Nouveau Nordisk pour leur soutien. Le replay sera disponible
demain sur YouTube et sur le site du CNCH. Merci à toutes. Merci Merci. Saïda. Merci Géraldine. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Au revoir.